Merci d'être venus si nombreux. On va d'abord vous présenter Palo un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas et ensuite on attaquera le vif du sujet. Donc Palo IT, c'est un cabinet de conseil en innovation et en transformation digitale. On accompagne nos clients, que ce soit des startups ou des grands groupes, dès la phase amont du projet jusqu'au développement et on les suit tout au long de ces différentes phases. On est basé, comme vous pouvez le voir, dans 6 pays pour le moment. Donc on a des bureaux au Mexique, à Singapour, Hong Kong, Bangkok et en Australie et d'autres à venir. Donc on est un peu plus de 300 maintenant. Voilà, on a commencé par une image bien flippante pour introduire la blockchain. Parce que finalement, dans la tête de pas mal de gens, la blockchain, ça vient du dark web et c'est donc pour évidemment blanchir de l'argent, acheter de la drogue et des armes. Donc oui, ces préjugés sont encore bien ancrés. Et du coup, c'est marrant, mais on n'a pas pu s'empêcher de faire l'analogie avec Internet. Donc on a retrouvé une présentation, un reportage de France Télé, France 2 je crois, de 95 où justement le présentateur disait que c'était hyper dangereux et que c'était le réseau de tous les dangers où ça serait accessible à tous de pouvoir construire une bombe et développer tous les côtés négatifs de la société de façon hyper rapide. En même temps que ça, il y avait Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, qui créait donc, sa société. C'est deux façons de voir l'innovation. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la deuxième. On a vu au cours de nos interviews sur les projets blockchain sur lesquels on travaille qu'on voit bien cette dualité entre les gens qui s'y connaissent et qui vont du coup être conquis et croire en cette techno, et les autres qui ont encore peur et qui ne savent pas trop comment ça va changer une partie de nos usages et notre façon de voir ces nouvelles expériences. Alors on va maintenant s'intéresser à l'évolution des technologies. Donc pour ça, on va prendre un parallèle avec Internet et on va essayer de regarder la valeur qu'on peut percevoir de cette technologie. Alors dans le cas d'Internet, et vous le voyez au début, dès que la techno commence à émerger, la valeur perçue, elle va être principalement au niveau du protocole. Le protocole n'est pas figé comme ça, il continue d'évoluer et finalement, la vraie utilité aux prémices, en fait, elle se trouve au niveau du protocole et les applications sont encore peu développées, il y a peu de cas d'usage et donc l'Internet d'hier est ressemblé à ce que vous avez sur la gauche. Avec la maturité et les années, on a vu le nombre d'applications qui a augmenté d'une façon phénoménale et on a eu des cas d'usage qu'on n'imaginait pas jusqu'alors. Et on a vu finalement le protocole s'effacer. Donc aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément au courant que derrière Internet, il y a le protocole TCP/IP, etc. Voilà. Et donc avec la blockchain, on va se rendre compte que c'est encore un peu ça. Finalement, aujourd'hui, la blockchain et le protocole prend une énorme place dans la valeur qu'on arrive à percevoir de la blockchain. Et finalement, si on regarde cette année, vous avez dû voir les marchés, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, les boîtes qui tiennent encore le mieux, c'est celles qui travaillent sur le protocole et qui s'y attachent vraiment. Les premiers usages, il y a quelques sociétés qui ont réussi à percer, mais ce n'est pas encore ça et il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, pour que tout le monde puisse comprendre la suite de la présentation, on va vous donner une brève définition de la blockchain. Donc, la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui fonctionne sans organe central de contrôle. Et elle est constituée d'une base de données ou un registre qui va être distribué, sécurisé et transparent. Alors, distribué parce que finalement, on va avoir ce registre qui va être simultanément synchronisé et enregistré sur les différents ordinateurs du réseau, qu'on appelle ici des nœuds du réseau.
sécurisé parce qu'on va utiliser de la cryptographie et notamment des algorithmes de consensus pour permettre in fine, donc on va devoir valider les transactions sur la blockchain et donc les différentes nœuds du réseau vont valider ces transactions-là. Et donc ça va aussi apporter de la sécurité et enfin de la transparence parce que le registre il est accessible de tous et on peut tous finalement aller regarder ce qui se passe sur la blockchain. Alors, de cette technologie, on a entendu beaucoup de mots, etc. Le vocabulaire est assez consistant. Donc, on va essayer de vous décrire avec des mots simples 3-4 mots qui vont vous être utiles pendant la suite de la présentation. Donc, notamment, qu'est-ce que c'est qu'un token ? Donc, pour vous donner un exemple très simple, peut-être que vous connaissez certains restaurants où on vous demande d'échanger votre argent contre des petits jetons pour pouvoir ensuite consommer dans le restaurant. Donc il y en a un pas loin dans le 9e par exemple. Le token, ça va être un peu le même principe, c'est de dire ok, on va finalement ce jeton-là, on va le digitaliser et en plus de ça, on va être capable de l'échanger sur différentes places de marché. Ce jeton, ce token, il va avoir une valeur et il pourra aussi nous permettre d'accéder à un bien ou à un service. Ce token, on va devoir le stocker. Donc, vous avez dû entendre parler de portefeuille ou de wallet. L'idée, c'est d'être capable de stocker tous ces tokens-là dans un endroit. Et donc, on verra derrière l'utilité des wallets et ce que ça change par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui des portefeuilles conventionnels. Et puis, on va aussi parler un peu de token économie. Donc, c'est l'économie qui va être générée autour d'un token et de son utilisation. Et on va voir qu'en fait, la blockchain, du coup, change beaucoup de choses avec ça. Donc, du coup, Arthur vient de nous définir la blockchain. Et là, le titre, si vous vous souvenez, c'est la blockchain et ses usages. Et donc, du coup, qui dit usage, dit expérience utilisateur. Et donc, l'expérience utilisateur, c'est quoi ? Des designers, et pas que, qui vont travailler sur la conception d'un nouveau produit ou d'un nouveau service ou même d'un produit physique. Là, on n'est plus juste sur une IHM. Donc, dans les choses essentielles aussi à vous dire, c'est qu'on est sur une façon de faire qui est centrée sur les utilisateurs. Donc, on va les inclure dès la phase amont du projet. Et là, c'est d'autant plus important que on ne s'adresse plus aux technophiles qui étaient des early adopters, mais à tout le monde. Donc, il faut savoir les habitudes et les façons de faire de ces gens-là. Donc, on est aussi en charge de l'utilité et l'utilisabilité du produit, parce qu'on va aller vérifier constamment. Aussi de s'assurer de la crédibilité du produit ou du service. Il faut que l'utilisateur puisse comprendre les enjeux et qu'il sache s'il veut ou pas utiliser ce service. Donc, ce qui m'amène à la désirabilité. Si l'utilisateur n'a pas envie de retourner sur l'application ou pas envie de se servir du service, peut-être qu'il faut se reposer les questions et itérer sur la solution qu'on est en train de mettre en place. Donc pareil, chacun son nuage de mots. Ici, là où on voulait insister, c'est sur la partie du design participatif, car on est user-centric, donc comme je l'ai déjà dit, on va l'inclure dans toutes les phases du projet et on va co-créer ensemble les services de demain qui vont utiliser la blockchain. Ici, il y a aussi un concept dont on voulait vous parler, c'est l'empathie. Donc on est assez habitué à se mettre en empathie avec les utilisateurs. Et là, c'est primordial et c'est plus compliqué parce que à partir du moment où on nous explique ce que c'est la blockchain, je suis plus novice et du coup, j'ai besoin sans arrêt de me remettre en question et de voir si le service, si je m'adresse à quelqu'un qui est nouveau, il va pouvoir comprendre ou pas. Et du coup, aussi le mot à pas oublier, c'est de tester. Hein. Ça, il n'y a pas de secret. Maintenant, on va essayer de voir ensemble les différents types de besoins auxquels la blockchain et la token économie
peuvent répondre. Alors pour ça, et Garance l'a déjà dit, mais on va reprendre une vision qui va être centrée sur l'utilisateur, tous les types d'utilisateurs, et on ne va pas prendre un point de vue du technicien en blockchain ultra spécialisé, on ne va pas regarder ça aujourd'hui. Et donc, on va faire vraiment attention à la perception que les utilisateurs peuvent avoir de la technologie dans son ensemble. Alors pour ça, on va utiliser la pyramide de Maslow, que vous connaissez peut-être, vous l'avez vu pendant vos cours d'éco. Donc la pyramide de Maslow, elle va essayer de classifier les besoins d'une personne du plus primordial à finalement le top du top, le besoin de s'accomplir. Alors l'idée ici, c'est, oui, la blockchain va devoir répondre à potentiellement tous les usages de demain, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas au même niveau de la pyramide et qu'il va falloir adresser chaque étage et pour tous les types de populations. Donc pour ça, on va vous montrer quelques exemples, un ou deux exemples par step de la pyramide. Et puis on va essayer de vous montrer un peu les limites face auxquelles la blockchain se heurte et essayer de voir comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin avec l'UX UI. Donc le premier besoin, c'est le besoin physiologique. Donc ça veut dire quoi? C'est manger, boire, dormir. Alors la blockchain, elle y répond. Pourquoi? Alors vous allez me dire c'est un peu spécial, mais parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Donc demain, par exemple, obtenir un compte pour stocker son argent avec la blockchain, c'est assez facile. Obtenir un compte bancaire aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus dur. On sait que le nombre de personnes bancarisées est quand même assez important, donc c'est un gros marché à adresser et la blockchain va permettre de faire ça. Donc on pourra accéder à un portefeuille, mais aussi transférer de l'argent à des proches pour des frais beaucoup plus réduits, et puis on va pouvoir payer, etc. Donc là, on va voir deux exemples qui existent aujourd'hui. Donc il y a HumanIQ qui veut ouvrir les avantages de l'inclusion financière et donner accès à toute une série de services financiers aux personnes qui ne sont pas bancarisées. Pourquoi? Parce que vous le savez, quand vous n'êtes pas bancarisé, vous n'avez pas accès au crédit, donc ça reste très compliqué de pouvoir acheter une propriété, par exemple, donc se loger. Aujourd'hui, il y a CrossPay, qui est une application qui fait déjà du transfert de monnaie fiat partout dans le monde. Et donc CrossPay s'est associé avec la Maybank de Singapour pour faire un test avec la blockchain, avec des crypto-monnaies et d'envoyer directement l'argent, le salaire de 19 000 personnes non bancarisées à Singapour directement sur l'application pour qu'ils puissent ensuite l'envoyer à leur famille qui est à l'étranger, etc. Donc tout ça c'est intéressant aussi parce que demain ces personnes-là qui ne pouvaient pas payer sur Internet, demain on sait que PrestaShop s'intéresse maintenant aux crypto-monnaies et ces personnes-là pourront aussi consommer sur Internet. Alors du coup, le challenge par rapport à ça, donc oui, il y a un côté plus marketing et communication pour qu'on puisse arriver à acheter sa baguette de pain bientôt. Mais là, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est plutôt la partie de c'est Monsieur Tout-le-Monde qui va faire ça. Et donc du coup, comment on va l'aider et comment on va l'accompagner pour qu'il ait confiance et qu'il y aille. Donc là, il faut voir que, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, on est sur des personnes non bancarisées. C'est des personnes qui ont l'habitude de servir d'un téléphone. Après, il faut aller voir comment, qu'est-ce qu'ils font pour répondre au mieux à leurs attentes. On a aussi comme challenge de leur donner envie. Aujourd'hui, la plupart des interfaces, elles sont noires, elles font peur. Elles ressemblent à des applications de trading. Donc, clairement, on a pas mal de boulot, pas mal de challenges à faire. Et ensuite, voilà, revoir tout le user journey, tout l'enchaînement du service, du nouveau service qu'on va proposer pour ce type de personnes-là. Et maintenant, on va parler du besoin de sécurité. Alors effectivement, la blockchain y répond parce qu'on a de la cryptographie, de la distribution. Oui, effectivement, la technologie apporte de la sécurité.
Maintenant, ce que ça veut aussi dire, c'est que vous êtes responsable de la sécurité de votre propriété. Si jamais demain vous avez des crypto-monnaies, vous perdez par mégarde votre clé privée, c'est fini pour vous, quoi. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, on va apporter de la sécurité par la technologie, mais ce n'est pas pour ça que l'utilisateur se sent en pleine sécurité quand il va utiliser le service. Donc ça, c'était sur un aspect B2C. Et puis si on regarde maintenant côté des business, il va y avoir pas mal de choses à faire sur tout ce qui est suivi du flux et de la supply chain. Donc notamment demain, on va être capable de faire de l'automatisation de contrats. Du coup, ça permettra de faire moins d'erreurs, etc. Donc, nous, on le voit chez Total en ce moment. Et donc ça, finalement, ça va aussi te permettre de réduire les risques de fraude. Alors, deux exemples qu'on vous a pris. Il y a Ledger, que vous connaissez certainement, qui vient notamment de la maison du Bitcoin. Et donc Ledger, ils vont vous permettre d'isoler vos clés et du coup de sécuriser vos tokens. Et donc la petite nuance qu'il va y avoir, c'est que votre wallet, il ne va pas être connecté à Internet en permanence et du coup, il y a des risques de hacking, etc. On va essayer de le déconnecter le plus souvent possible et juste de le connecter pour les quelques transactions qu'on a à faire, recevoir de l'argent, payer, etc. Et à côté de ça, on va avoir Tracker, qui est une société qui est à l'initiative de De Beers, qui veut faire de la traçabilité de diamants end-to-end, donc c'est-à-dire de l'ensemble de la chaîne de valeur du diamant, pour in fine assurer à l'acheteur final la provenance du diamant, être sûr que ce n'est pas des diamants qui viennent d'un conflit je ne sais où, et puis donner un certificat d'authenticité et de qualité sur le produit. Donc voilà, là c'est toujours moi du coup qui donne le challenge qui nous reste à faire. Donc comme Arthur l'a dit très bien dit tout à l'heure, c'est pas parce que la blockchain est sécurisée que les utilisateurs vont penser qu'elle est sécurisée. Donc du coup il y a tout un travail à faire pour faire comprendre à l'utilisateur pourquoi c'est sécurisé et pourquoi il peut avoir confiance. Ensuite il faut aussi le responsabiliser. Parce que comme on a vu, s'il perd sa clé, c'est terminé. Il y a pas mal d'argent dans la nature en ce moment. Et du coup, aussi qu'il soit serein et qu'il ne soit pas non plus en flip total. Là, on voit, du coup, là, vous ne pouvez pas lire, mais sur le GIF qui est juste à côté, c'est un onboarding pour créer un portefeuille. Si vous prenez le temps de tout lire, ça fait peur. Et donc du coup, je ne suis pas sûre que ce soit une solution non plus de faire peur directement à l'utilisateur par rapport à la responsabilité qu'il a de sa sécurité. Donc voilà, il faut aussi qu'ils comprennent les enjeux de l'irréversible, puisque une fois que c'est dans la blockchain, c'est dans la blockchain. Alors maintenant, on va s'intéresser au milieu de la pyramide, donc c'est le besoin d'appartenance. C'est-à-dire de créer du lien, de faire partie d'une communauté. Et donc vous avez dû en entendre parler avec la blockchain de toutes ces fameuses communautés. Mais finalement, elle va pouvoir nous permettre de faire ça et même de participer à la stratégie d'une communauté. Et donc là, on vous a donné un exemple qui est assez sympa, surtout pour les fans de sport. C'est socios.com qui s'intéresse à la fan expérience. Et donc ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils ont travaillé avec le PSG et la Juventus de Turin pour proposer un token pour les équipes de foot. L'idée, c'est demain, je suis un fan du PSG, j'ai envie de choisir la couleur du maillot, je vais m'acheter des tokens du PSG et en fonction des décisions qu'il y aura à prendre à X moment, peut-être qu'à un moment, on pourra choisir le maillot et puis du coup, je pourrais dire, ok, moi je veux ce maillot-là. Mais il n'y a pas que ça. Demain, on pourrait même imaginer qu'on pourrait directement intervenir dans la stratégie du club à une échelle beaucoup plus importante, devenir un influenceur. Mais ça veut dire quoi aussi? C'est pouvoir donner, pouvoir savoir qui est la cible de fans à laquelle je m'adresse et puis leur donner des goodies, des places pour des matchs, etc. Donc là, on a eu l'exemple avec la Juventus et le PSG.
Donc du coup, ici, là, le challenge, ça va être par rapport à ces créations de communautés, de savoir comment inclure tout le monde, s'il faut inclure tout le monde. Et du coup aussi, dans les limites, ça veut dire que si chacun donne son avis, on va jusqu'où? Est-ce que c'est une bonne chose de donner le vote à tout le monde? Alors on ne va pas faire le débat maintenant, parce que sinon vous n'êtes pas couchés. Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Et par rapport à ça aussi, il y a toute l'idée du lien. Comment on va faire que l'utilisateur revienne utiliser le service ou retourne sur l'application? Il y a tout un système à mettre en place de bonification ou pas, qui peut être une des solutions. Alors maintenant, on va arriver vers le haut de la pyramide. Donc c'est le besoin d'estime. C'est quoi? C'est se sentir reconnu, avoir de la valeur, être reconnu, etc. Donc pour ça, la blockchain y répond notamment avec ce qu'on appelle la e-réputation. Demain, il faut savoir que la blockchain pourrait permettre une identité forte qui vous suivrait pendant toute votre vie en fait. Et à chaque fois que vous iriez utiliser des services, vous pourriez utiliser cette identité forte pour vous loguer. Donc vous avez certainement entendu parler du modèle estonien qui s'appuie là-dessus, mais X-Road en France qui essaye de faire la même chose. Voilà, donc demain, il y aura une trace de tout ce qu'on apportera et ça sera directement lié à nous. Donc on va aussi être capable d'apporter de la transparence notamment. Donc si demain vous voulez changer de travail, prouver que vous aviez tel ou tel diplôme, demain vous avez déjà entendu ce genre de use case, vous pouvez demander peut-être à votre école de directement mettre votre diplôme sur la blockchain et demain si vous voulez aller le prouver à quelqu'un, il n'y a plus qu'à lui montrer l'interface et puis il verra que effectivement votre diplôme est bien sur la blockchain. Alors pour ça, on vous a mis deux exemples qui sont intéressants. Quelqu'un me parlait de Steemit tout à l'heure. Le premier, il est dans la redevance de droit pour la musique. C'est Ujo qui s'intéresse à ça. Donc c'est un petit peu un SACEM un petit peu différent. L'idée, ça va être de permettre à n'importe qui crée de la musique et du contenu de pouvoir dire « Ok, j'ai un album, je vais le mettre sur la plateforme, je vais ajouter la photo de l'album, chaque chanson, un petit descriptif et puis derrière, à chaque fois que la musique aura été écoutée, etc., on pourra voir que oui, je suis l'auteur et que donc je dois toucher une rétribution par rapport à ça. Et un autre service qui est Steemit, où là, ça ressemble un peu plus peut-être au Medium que vous connaissez. L'idée, c'est une plateforme d'échange de contenu où n'importe qui va pouvoir mettre un article sur quelque chose qui l'intéresse. Donc, il va y avoir plein de sujets possibles. Et en fait, c'est les utilisateurs de la plateforme via un jeu de rémunération qui est quand même assez compliqué avec plusieurs tokens. Finalement, moi, j'ai créé un article et demain, si les gens votent pour mon article, les gens aiment bien mon article, je vais pouvoir obtenir la valeur que finalement j'ai apportée à la communauté. Donc, c'est des concepts qui sont super intéressants que la blockchain amène. Donc, par rapport aux besoins d'estime et à cette réponse de la blockchain, le challenge aujourd'hui, c'est inscrit dans le marbre. Et donc, du coup, on ne peut plus revenir dessus. Et, enfin, pour certains cas, en tout cas, il faut que l'utilisateur puisse comprendre ce qui est inscrit dans la blockchain et ce qui est inscrit dans les bases de données. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on ne s'adresse pas forcément à des technophiles. Donc, du coup, ils ne sont pas forcément capables d'aller dans la blockchain et ça va être hyper important de leur donner ce genre d'informations pour qu'ils puissent, pour qu'ils s'en rendent compte, tout simplement. Et par exemple, un des débuts d'exemple dont parlait Arthur tout à l'heure, Steemit, pour ça, il propose, une fois qu'on écrit un commentaire par rapport à un article, d'avoir une semaine pour le modifier ou tout du moins écrire un blanc si jamais on veut changer d'avis, pour laisser le temps à l'utilisateur de pouvoir se retourner. Voilà, pour le côté irréversible. Non, c'est pas fini. Si, en fait, si. Il va comprendre ce qui va se passer. Alors maintenant, on est sur le dernier étage, donc c'est un peu le top du top. Si vous êtes à cet étage-là, vous avez de la chance.
Donc là, on va voir que finalement la blockchain va répondre au besoin de s'accomplir. Donc c'est quoi le besoin de s'accomplir? C'est finalement mener la vie que j'avais imaginée, même si la société n'est pas forcément en capacité de m'offrir ça. Et donc justement, on va parler des organisations autonomes décentralisées qui vont vous permettre de créer des organisations avec toute une gouvernance qui va avec et des principes de vote, etc. Donc on va pouvoir customiser des règles, créer des rôles et responsabilités, etc. Alors là, on a deux exemples. Donc il y a Democracy Earth, qui est un bel exemple parce qu'il a été notamment, il a reçu un prix par l'Université de la Singularité en 2016. Et Democracy Earth, ce qu'ils veulent, c'est permettre à tout le monde de créer une communauté où finalement chaque vote, tout ce qui se passera sur la communauté sera traçable. Et donc l'idée, c'est carrément de créer un nouveau type de démocratie qu'on sera capable de pousser même dans tous les pays. On pourrait très bien imaginer demain qu'on va créer un parti, essayer de faire élire une personne et cette personne-là sera chargée de faire appliquer tout ce qui a été voté sur la plateforme, sur la communauté, avec la communauté. Voilà, donc c'est des nouveaux rôles et puis du coup on va être capable de créer de la valeur aussi sans frontières. Donc là, du coup, on voit que par rapport aux exemples, ça amène un framework qui va faire avancer le besoin de s'accomplir. Donc là, on est sur un changement d'échelle pour le challenge des designers et de ceux qui participent à la conception. On va parler de design de gouvernance. On va avoir comme rôle de mettre en place les différents échanges entre les personnes, les différentes responsabilités. On est sur tout le design d'un écosystème. Et là, c'est des usages qui sont beaucoup plus complexes, mais qui permettront de faire un monde plus efficient et plus juste. C'est ma partie fleur bleue. On vous a remis là les exemples dans la pyramide pour que vous puissiez regarder aussi après la présentation. Et maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait répondre aux enjeux de la token economy et de la blockchain avec quelques petites astuces au niveau de l'expérience utilisateur. On va en profiter parce qu'on a Garance. Donc déjà comme ça, quelques challenges, mais vous avez commencé à comprendre, je pense, c'est le langage, la facilité d'utilisation, la clarté qu'on va pouvoir donner pour l'utilisateur et surtout d'être capable d'arriver à faire comprendre des idées qui peuvent être parfois complexes ou des usages qui ne sont pas innés aujourd'hui. Donc du coup, je ne vous cache rien, les principes du design n'ont pas changé. Donc on doit toujours impliquer les utilisateurs dès la phase amont du projet. Donc on va... là, je vais plutôt parler de la partie un peu méthode du Double Diamond pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais l'expliquer. Donc on est plutôt sur une phase de divergence où on va aller chercher toutes les informations possibles et faire découvrir le contexte dans lequel on se situe, interviewer les utilisateurs. Ensuite, on va cadrer le problème et voir si finalement la question qu'on s'était posée au début, c'est toujours la bonne. Pour ensuite aller vers une réouverture dans une phase d'idéation où là, ça va être l'occasion de générer un maximum de solutions possibles. Donc l'utilisateur a aussi son mot à dire dans cette partie-là. Et ensuite pour aller vers une phase de prototypage et de test où dès le début, sans avoir forcément une ligne de code, on va pouvoir tester et voir si notre nouveau service, finalement, il a la valeur par rapport aux utilisateurs qu'on pensait ou si faut revoir et donc du coup, il faut itérer. Et une des meilleures façons de le faire rapidement, c'est de tester rapidement. Avec les utilisateurs. Du coup, là, ce qu'on a voulu mettre en avant, on a décidé de le faire par rapport aux critères ergonomiques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des règles à respecter dans le cadre de la conception des interfaces. Et du coup, c'est des règles qui permettent de catégoriser les défauts d'ergonomie, de juger leur importance et trouver des solutions qui sont adaptées pour pouvoir les résoudre. Là, on va insister sur trois critères.
Donc la gestion des erreurs, le contrôle explicite et le guidage. Donc pourquoi ces trois-là? Parce que finalement, on a remarqué, par rapport aux différents projets qu'on est en train de faire, que c'est là où il y a une différence. C'est là où c'est pas comme on a l'habitude de faire avec Internet. Donc du coup, le premier, la gestion des erreurs. Donc dans les critères, on doit d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à l'utilisateur, s'il s'est trompé, de revenir une action en arrière. Vous voyez bien le undo dans le Gmail quand on efface une information. Là, le problème, c'est que la blockchain, c'est irréversible. Donc du coup, comment est-ce qu'on va faire pour anticiper les erreurs? Donc là, tout l'intérêt de les avoir pas loin, nos utilisateurs, pour appréhender ce qui peut poser problème et les façons dont il va avoir de se tromper et de trouver des feintes pour que justement il ne se trompe pas. Donc on va ajouter à certains moments de la friction pour que l'action elle soit pas trop facile à faire et qu'il ne clique pas sur le bouton. Parce que on le sait, on ne lit pas beaucoup les textes, hein, on va quand même vite à l'essentiel quand on a un service à faire ou quand on a besoin d'utiliser une application. Là, on vous a mis des exemples où justement il y a une double validation ou alors on va demander à l'utilisateur d'écrire l'action qu'il doit faire. Comme ça, on est bien sûr qu'il ne va pas se tromper. S'il écrit que Arthur est en train de me donner 2 bitcoins, pardon, parce que c'est vachement mieux, il a moins de chances de se tromper. Ce qui est important par rapport à ça, c'est du coup de savoir ce qui va se passer avant, pendant et après. Donc là, avec le contrôle explicite, on est toujours dans cette même idée d'accompagner l'utilisateur par rapport à un nouveau service et à une nouvelle façon de faire. Donc pareil, une des solutions, ça peut être de lui faire valider, voire revalider cette fameuse action irréversible. On peut aussi, il y a certaines plateformes qui proposent à l'utilisateur de se balader sur le site et de pouvoir finalement jouer et utiliser tout le service sans avoir mis 1 euro. Donc ça, c'est aussi une bonne solution. Ça peut permettre à l'utilisateur de se rendre compte de ce qu'il peut faire sans avoir déjà impliqué tout son salaire. Et puis, ce qui est important, c'est, par contre, c'est la même chose, ça n'a pas changé par rapport aux applications qu'on conçoit, c'est de proposer plusieurs façons de réaliser la même action. Des fois qu'il ne l'ait pas vu. Et enfin, donc, le guidage, qui est aussi super important pour comprendre ce qu'il va faire à chaque fois. Et là, notamment, le point où on voulait porter attention, c'est la création du mot de passe. Donc, on a vu tout à l'heure que quand on a une clé privée, si on la perd, c'est terminé. Donc ça, il faut que l'utilisateur puisse le comprendre. Et ensuite, il y a certaines plateformes où on va encrypter cette clé avec un mot de passe ou une passphrase. Du coup, la passphrase est déjà un début de solution. Parce que donc c'est beaucoup plus compliqué que vos mots de passe que vous avez sur les réseaux sociaux ou autres applications. Et pour s'en souvenir, c'est pas forcément évident. Donc là, un des débuts de solution, c'est de proposer à l'utilisateur donc une phrase où lui seul va pouvoir avoir un moyen mémotechnique de s'en souvenir. On n'est pas sur des XY03BW, impossible. Et du coup, on va pouvoir l'accompagner avec ça. Et c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir parce que sur les applications et sur Internet, on a vachement bossé et c'est hyper facile de faire régénérer son mot de passe quasiment. Enfin, on le fait tous. Allez, au moins une fois par mois, on va dire. Surtout pour ceux qui ont des applications où ils ne vont pas souvent. Et donc là, du coup, le modèle est ancré en nous et va falloir qu'ils comprennent qu'on ne peut pas régénérer comme ça des mots de passe aussi facilement. Et ensuite, là où on voulait insister aussi, c'est sur le feedback et sur prévenir l'utilisateur.
notamment au moment des transactions, parce que aujourd'hui, la transaction, enfin, on n'est pas encore autant avancé que Visa. Visa, ça fait des années qu'ils bossent dessus pour qu'on ait l'impression que ce soit instantané quand on achète en ligne. Et là, la blockchain travaille en ce sens, mais comme ce n'est pas encore le cas, il va falloir aider l'utilisateur et lui donner du feedback, parce que ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Donc du coup, il faut que l'utilisateur il soit pas frustré ni apeuré de ce qui est en train de se passer, qu'il puisse comprendre, d'avoir un temps où il comprend qu'on n'a pas oublié la transaction qu'il est en train de faire, et voire même peut-être il peut faire autre chose en attendant, tout en le prévenant quand la transaction a été faite. Donc voilà, donc on a vu avec les 3 points des critères, les points d'attention par rapport à la blockchain et ce qui changeait, enfin les choses les plus importantes qui changeaient par rapport à l'application. Après, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais on n'a pas le temps de tout voir. Ce qui est important aussi, c'est de séparer l'expérience de la technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cas d'usage doivent être plus importants et être mise en avant par rapport à la technologie. Par exemple, dans les interviews qu'on a faites, on voit bien, ça ne dérange pas un utilisateur Amazon, quelqu'un d'acheter un livre sur une plateforme, alors que il ne sait pas comment ça se passe le tunnel de paiement. Donc finalement, voilà, il y a la balance entre ceux qui pensent que la techno doit transparaître et les autres qui se disent que la techno, elle n'est pas obligée d'être visible finalement. L'utilisateur n'est peut-être pas obligé de se rendre compte de tout ce qui se passe. Ensuite, il faut qu'il puisse trouver les questions aux questions qui se posent. Donc là, on insiste là-dessus parce que c'est des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. La FAQ, on doit lui porter une attention particulière. Ce n'est pas la dernière page qu'on fait. Et ensuite, du coup, éviter le jargon pour que même un newbie puisse comprendre ce qui se passe. Et un autre truc dont on s'est rendu compte pour aider par rapport à la confiance, on voit par exemple que les gens ont confiance en Amazon parce que finalement les fiches produits elles sont hyper détaillées. Les avis ils sont mis en avant et donc du coup ça peut être aussi un début de solution de bien dire le contexte, de donner les bonnes informations et suffisamment d'informations pour que la personne qui utilise le service comprenne. Et puis tester quand même, il n'y a pas de secret. Et donc une fois qu'on aura bien testé, etc., on pourra voir finalement des nouveaux usages qui seront adoptés et ça fonctionnera. Et à ce moment-là, la blockchain deviendra indiscernable et du coup on arrivera vers la blockchain de demain où vous voyez la place du protocole qui s'est pas arrêté de se réduire pour qu'on perçoive une énorme valeur, surtout au niveau des applications et de tous les usages qu'elles permettront. Alors, pour passer d'une économie de partage où finalement les plateformes servent d'intermédiaires vers une économie de pair à pair, avec des places d'échange qui sont décentralisées et qui veulent rendre la valeur aux contributeurs. Notamment, là, on a Binest qui a envie d'être le Airbnb de demain, mais sans fees, ou Steemit, etc. Donc, on a bien vu tous ensemble là aujourd'hui que la blockchain, elle allait accompagner les innovations de demain avec un changement profond de mentalité et de façon de faire. Notre travail, c'est d'accompagner la création des nouveaux services en incluant les utilisateurs dès le début, on l'a répété 10 fois mais j'en profite, afin de répondre aux usages d'un plus grand nombre et le plus rapidement possible.
Les usages de demain, ils appartiennent pas qu'aux designers, vous l'avez compris. Et maintenant, on compte sur vous du coup pour innover pour les utilisateurs. Voilà.